saluer et soutenir notre cher ami Charles Onana, qui venait d'être condamné en France. Bon. Moi, à l'époque, lorsque je faisais mes études, avant de faire mes études, je pensais par exemple que le phénomène des indépendances du Congo, de l'Afrique tout entier, était un phénomène qui était dû à la bravoure de nos pères fondateurs qui avaient lutté ainsi de Mais suite. ça n'avait rien à Non, voir. en réalité, ça n'avait rien à voir, pas rien à voir. Je dirais, bon, je ne suis pas en train de remettre ici en cause la lutte de nos pères C'est fondateurs. ce qui m'étonnerait. Mais donc, l'État de la nation vise à expliquer à la population ce que vous aviez fait. Dans une certaine mesure aussi, en faisant les liens avec ce que vous allez faire. Mais ce que vous allez faire ne devrait pas dépasser ce qui a été fait. Le côté qui blesse, c'est parler du changement de la Constitution. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait, en principe, ça ne devrait pas être dit maintenant. En principe. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une question que je pose aux journalistes congolais, que vous êtes d'abord et vos autres confrères à travers le monde qui auront l'opportunité de suivre cette émission, qu'ils posent la question à M. Mouyaya, qu'ils posent cette question au ministre de l'Intérieur, qu'ils posent cette question même à lui-même, le chef de l'État, qu'ils nous disent, nous Congolais, que devient Bunangana, que devient Rubaya, que devient Rutshuru au lendemain de la promulgation ou au lendemain du référendum. C'est impossible d'attaquer les Rwandais. Il ne saura même pas attaquer les Rwandais. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, C'est que Donald Trump, ça va prendre un impact. Lorsque j'ai commencé ma vie de journée, Un million de vues par bienvenue sur Afro Canada Télévision, mesdames et messieurs. Comme toujours, nous avons le plaisir de parler politique. Il faut quelqu'un qui est du domaine, qui s'y connaît. Et avec vous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir monsieur Patrick Iyenda, qui a été notre invité la fois dernière, qui est politologue, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Philémon. C'est toujours un plaisir, Tobing Sakayo, parce que quand vous venez ici, on réfléchit pays, on réfléchit politique. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci. Alors, avec vous, on va être un peu direct aujourd'hui parce qu'on a tellement de sujets sur la toile. On a pensé faire appel à vous en tant que politologue pour venir nous donner des éclaircissements sur le point où nous, on est bloqués parce que nous, on n'est pas politologue. Alors, monsieur Patrick Iyenda, vous avez sans doute suivi tous les sujets d'actualité qui sont sur la toile, sur la République démocratique du Congo. Et on va débuter avec le corridor de l'Angola. Avez-vous appris la nouvelle du corridor? Merci beaucoup, M. Philémon, pour l'opportunité que vous m'accordez aujourd'hui de m'adresser encore une fois de plus au peuple congolais au travers de votre émission. Donc, je suis très heureux. Permettez-moi de dire trois mots avant de Mais allez-y, la caméra est juste devant vous. À votre question, j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer et soutenir notre cher ami Charles Onana, qui venait d'être condamné en France. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Nous savons que les combats que vous êtes en train de mener pour la République démocratique du Congo, surtout pour la vérité, parce que ce que vous êtes en train de dire n'est rien d'autre que la vérité. Nous sommes ensemble avec vous, nous sommes de cœur avec vous, et nous pensons que la France doit cesser d'être sous les bottes de Kigali. Il est temps que la France comprenne que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, et même si au jour d'aujourd'hui, il semble avoir une certaine avance sur les autorités qui dirigent le Congo actuellement, nous, la jeunesse congolaise, nous suivons de très près ce qui se passe et nous pensons que la France doit cesser d'humilier la RDC en prenant des positions qu'il est en train de prendre pour Kigali et contre la République démocratique du Congo. Donc, mes très sincères encouragements à M. Onana, nous sommes ensemble avec vous. Merci, le message est passé. Oui, allez-y. Alors, par rapport à votre question sur les corridors de l'Obito, nous avons tous suivi ces projets gigantesques que les États-Unis
d'Amérique est en train de mener en Afrique. Alors, permettez-moi d'abord de rappeler pour ceux qui nous suivent, c'est quoi les corridors de Lobito exactement? Les corridors de Lobito, c'est un projet d'infrastructure de chemin de fer qui va partir du port de Lobito, qui va parcourir une distance d'environ 1000 km à l'intérieur des frontières angolaises, qui va entrer en République démocratique du Congo par Dilolo, qui va aller jusque vers Kolosi. On parle d'environ 1300 à 1400 km de chemins de fer qui devraient être construits. Il y a environ 430 km de chemins de fer qui doivent être renouvelés, ainsi de suite reconstruits à l'intérieur des frontières congolaises. Alors, j'aimerais rappeler pour ceux qui nous suivent que ces projets-là ne datent pas d'aujourd'hui. Avant, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. À l'époque coloniale, pour ceux qui ont vécu dans la province du Kasaï, notamment dans les territoires d'Ilebo, ils savent qu'il y a une compagnie qu'on appelait Cadel. Cadel, c'est l'ancêtre un peu de la SNCC. Okay. Cadel voulait dire Katanga Dilolo Lobito. Donc, c'était un projet, c'était un corridor qui était déjà utilisé par les colons pour évacuer les richesses minières du Katanga. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est important de refaire encore ces corridors-là? C'est la question majeure. Est-ce que c'est important? Oui. Quels sont les avantages que la République démocratique du Congo aura en mettant en place Mais avant d'arriver, ce excusez, je ne projet-là? vous coupe pas la parole. Nous y arriverons. Nous arriverons pour là-bas. entrer Mais en avant profondeur. d'arriver, pour savoir est-ce que c'est important. Donc moi, je voudrais d'abord savoir pourquoi maintenant, par exemple. Pourquoi maintenant? Oui. Parce que si vous, pour comprendre la politique intérieure en République démocratique du Congo, même dans la plupart des pays africains, il faut toujours les analyser en prenant en considération les contextes internationaux. Le contexte international explique le mieux Oui. ce qui se passe sur les plans internes dans la plupart de nos pays africains. Ah bon. Moi, à l'époque, lorsque je faisais mes études, avant de faire mes études, je pensais par exemple que le phénomène des indépendances du Congo, de l'Afrique tout entier, était un phénomène qui était dû à la bravoure de nos pères fondateurs qui avaient lutté ainsi de Mais suite. ça n'avait rien à Non, voir. en réalité, ça n'avait rien à voir, pas rien à voir. Je dirais, bon, je ne suis pas en train de remettre ici en cause la lutte de nos pères C'est fondateurs. ce qui m'étonnerait. Mais il faut comprendre, on ne peut comprendre ces indépendances-là que lorsqu'on analyse les contextes internationaux, notamment les contextes de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce contexte-là qui a permis à ce que la plupart des pays africains obtiennent leurs indépendances en 1960 parce que les puissances coloniales à l'époque, notamment la France et le Royaume-Uni, n'étaient plus en mesure de continuer à prendre en charge l'économie, la gestion de leurs colonies. Bien sûr. Il fallait alors en ce moment-là trouver un moyen de se débarrasser de ce qu'ils avaient comme fardeau. C'est ainsi que en 1960, presque la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance en 1960. C'était pourquoi? Parce que le contexte international explique le mieux ce qui s'est passé dans les années 60 en Afrique. C'est la même chose aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi maintenant, il faut voir le contexte international. Nous sommes dans un contexte où la Chine est en train de prendre une supériorité sur le plan économique par rapport aux États-Unis. Donc, les États-Unis voient qu'il est en train de perdre la superpuissance économique qu'il est et il doit tout faire. D'ailleurs, dans le monde scientifique, dans les universités, ainsi de suite, je crois qu'il y a déjà des prédictions qui se disent. Beaucoup de chercheurs sont d'avis qu'il est fort probable que la Chine entre en guerre avec les États-Unis. Parce que dans l'histoire des puissances économiques du monde, il n'y a jamais eu, selon certaines recherches, une transition entre les puissances économiques vers une autre puissance économique sans la guerre. Je me rappelle à l'époque encore, lorsque nous analysions cette question, la plupart des chercheurs étaient d'avis que c'est difficile de voir les États-Unis se battre contre la Russie. Mais c'est fort probable que les États-Unis se battent contre la Chine. Les années qui viennent et les jours qui viennent. Et la guerre économique annonce seulement ces événements-là qui arrivent. Donc, le contexte de la guerre économique fait en sorte que les Américains puissent saisir la balle au bon pour pouvoir aller en Afrique et mettre en place ces corridors de Lobito-là qui va s'opposer à un autre corridor que les Chinois sont en train de construire vers l'océan Indien là-bas. Mais alors, nous savons qu'après les élections des États-Unis, le Parti démocrate avec Joe Biden, ils sont perdants. Ils ont perdu
et il leur restait 50 jours avant le départ de Joe Biden en République de l'Angola. Oui. Pourquoi autant de presse sur ces dossiers avant 50 jours de libérer la Maison-Blanche? Très, très important, une très bonne question. Il y a beaucoup de gens, notamment nous, Africains, qui avons l'habitude de penser que lorsque les démocrates sont au pouvoir, c'est un pied, ils ont une politique étrangère un peu Ouais, différente. Lorsque ouais. les Les républicains aussi républicains arrivent, rentrent. ils amènent une autre politique Ouais. étrangère, ainsi de Mm. suite. Mais je vous dirais, pour ceux qui nous suivent, hein, il n'y a vraiment pas une grande différence sur le plan de la politique externe des États-Unis lorsque le Parti démocrate ou le Parti Républicain. républicain dirige l'Amérique. L'Amérique est une seule nation. Lorsque le président Biden est en train de vouloir quitter la Maison-Blanche, il ne peut pas quitter la Maison-Blanche s'il ne sécurise pas les intérêts américains à travers le monde. Donc, que ce soit Et- républicains ou démocrates, ils sont régis par les mêmes lois. Ils parlent le même langage. Pour les intérêts des États-Unis, c'est d'abord les intérêts des États-Unis. Et sur ce point-là, ils ne marchandent pas. OK. Ils peuvent avoir des divergences sur le plan interne, oui. Mais en ce qui concerne la politique externe, ils parlent tous un même langage. Donc, que les Congolais ne puissent pas s'élever, qu'ils ne pensent pas qu'il y aura, par exemple, lorsque Donald Trump arrivera au pouvoir, une certaine politique en faveur de l'Afrique Mm. ou une politique qui va, par exemple, décourager les corridors de l'Obito. Non, c'est un projet américain, que ce soit Joe Biden, que ce soit Trump, et tous vont travailler pour que ces projets-là voient le jour. Wow. Alors, le projet vise à transporter les minéraux congolais Exactement. qui vont être acheminés par les rails jusqu'au port de Lobito. Mais sachant que c'est presque une distance qui est comparative à celle de Lobito, De la province du de la Katanga province du Katanga oui, jusqu'au port de Mwanda. jusqu'au port de Mwanda. Exactement. Pourquoi avoir choisi de traverser un autre pays pour transporter les minéraux d'un pays qui peut être exporté par le même pays? C'est là où il est important d'avoir des dirigeants qui sont clairvoyants, qui sont dynamiques et diligents, qui savent faire une analyse, en tout cas holistique, des enjeux pour pouvoir négocier à l'avantage de la République qu'ils dirigent. Mm. Lorsque nous analysons par rapport à la question que vous venez de poser, il s'avère clairement que les Américains ont tout fait pour leur avantage. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Oui, allez-y. En Angola, si vous prenez la construction des routes qui va partir des mines de Kolwezi Oui. jusque vers Lobito ou mines de Kolwezi jusque vers Mwanda, si on peut comparer ces deux trajets, vous verrez que les Américains vont dépenser moins d'argent. Il y a un concept qui dit l'homme est un economicus, c'est-à-dire c'est un concept qui dit que l'homme réfléchit en termes d'économie, en termes des avantages et des désavantages. À chaque fois qu'il est en face d'une réflexion, il voit son intérêt. Où est-ce que je peux faire les économies? Ouais. Où est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce qui sera avantageux, ainsi de suite. En ce qui concerne, parlons d'abord des Américains. En ce qui concerne les Américains, c'est dans leur avantage de faire passer la route par Dilolo et Lobito, Dilolo Angola, Lobito, que de faire passer la route par l'intérieur de la République démocratique du Congo, donc en prenant la ligne traditionnelle des trains que nous avons, qui part du Katanga jusqu'à Ilebo, et à partir d'Ilebo, cette ligne-là s'arrête. Mais en principe, cette ligne-là, d'Ilebo jusqu'à Kinshasa, les études ont été menées, c'est environ 820 km de rails qui doivent être posés. Et de là jusqu'à Mwanda, donc c'est environ encore, je peux dire, 1000 km à peu près, parce que Mwanda, Kinshasa, Matadi, c'est 350 km, Matadi, Mwanda, je crois c'est 600 km, donc environ 1000 km. Si vous comparez ces deux trajets-là, vous verrez que sur les plans économiques, les Américains vont dépenser d'abord moins, premièrement, et deuxièmement, faire passer les minéraux du Congo à l'extérieur des frontières du Congo, c'est dans leur avantage. C'est dans leur avantage parce que la ligne d'approvisionnement mondiale ne sera pas à l'intérieur des frontières congolaises, ce qui diminue aussi notre souveraineté sur notre propre ressource. Je crois que nous allons arriver par rapport à ces projets-là. Donc, c'est
dans l'intérêt des Américains de faire passer cette ligne-là, parce qu'en principe, combien ils vont dépenser? C'est un projet qui coûte 1,6 milliard de dollars. Dans les 1,6 milliard de dollars, les États-Unis vont investir 500 millions de dollars seulement. 500 millions de dollars seulement. Et puis, la Banque mondiale, au travers sa filiale, la BAD, et l'Union européenne, ils vont se partager la facture qui va rester. Donc, vous voulez avoir la supériorité économique sur la Chine en mettant sur la table seulement 500 millions de dollars. Moi, je pense, en tout cas dans mon humble avis, que c'est un projet néocolonialiste très, très dangereux qui n'est pas à l'avantage de la République démocratique du Congo. Nous aurons, exactement, nous aurons à les démontrer tout à l'heure, tout au long de cette émission. Ce n'est pas pour l'avantage des Congolais. Alors, puisque nous avançons, que ce n'est pas pour l'avantage des Congolais, ça c'est sûr. Pourquoi le président de la République a-t-il accepté un projet qui ne va pas à l'encontre des avantages de la population? Je vais répondre à cette question en posant encore une forme de question et puis je vais continuer à ajouter. Quelle est la marge de manœuvre que l'actuel chef de l'État a par rapport aux Américains? Quelle est la marge de manœuvre qu'il a? Quelle est l'influence politique qu'il détient? Il ne pèse pas? Il pèse pas. Il ne pèse pas sur la balance. S'il pesait sur la balance, Joe Biden allait quitter les États-Unis vers Kinshasa et non vers l'Angola. Parce que vous construisez certes un chemin de fer, mais les minéraux qui vont passer par là, ce ne sont pas les minéraux de l'Angola, encore moins du Zambie. Lorsque vous prenez la transition énergétique dont il est question, qui doit s'effectuer avec la production des batteries électriques, parce qu'il y a environ près de 1,5 milliard de véhicules qui sont dans le monde, ces véhicules-là doivent être remplacés en véhicules électriques d'ici les années qui arrivent. 2030. Donc, 2030, ils vont arrêter avec la fabrication de voitures. Voilà, on parle environ d'une économie qui va avoisiner autour de 49 billions de dollars, 49 milliards de dollars. Donc, c'est très, très, très grand comme marché. Pourquoi aller en Angola alors que vous savez bien que l'Angola ne détient pas les richesses dont vous avez besoin pour avoir la supériorité économique que vous cherchez? Donc, si le Congo pesait sur l'échiquier international, Joe Biden allait venir sur place au pays. C'est là où il y a les pièges. Si moi, j'étais à la place du président Tshisekedi, même si j'étais en Angola, j'allais trouver un autre moyen, d'autres mécanismes pour faire en sorte que ces projets-là passent plutôt à l'intérieur des frontières congolaises jusque vers Mwanda. C'est possible. Dire ça que nous n'avons pas... Hein? C'est possible, mais c'est là d'ailleurs, je peux dire, ça devrait être le cheval de bataille de l'actuel chef de l'État, parce que nous entrerons peut-être tout à l'heure dans son discours où il parle de création d'emplois et autres. Mais s'il voulait créer des emplois et de manière significative, il n'avait qu'à très bien négocier ces projets-là, parce que, rappelez-vous, figurez-vous, M. Filemon, les Américains ne manquent pas d'argent. À l'heure où nous parlons, combien de milliards de dollars ont été investis dans les théâtres des opérations à l'Ukraine? L'Amérique a dépensé combien? En Palestine, par-ci, par-là. Je crois que c'est au-delà de 30 milliards de dollars. Alors, construire un chemin de fer d'Ilebo, là où le chemin de fer s'arrête, jusqu'à Mwanda, ça n'allait pas être impossible. Il suffisait de bien négocier. Parce que ces minéraux-là qui vont être pompés par cette voie-là, ce sont les minéraux congolais. Ouais. Ce sont les minéraux où nous devons, en tant que Congolais, exercer notre souveraineté. L'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui un grand pays dans le monde, est devenue puissant seulement en découvrant le pétrole. Alors nous avons l'opportunité aujourd'hui de découvrir le lithium, d'avoir le cobalt, d'avoir le cuivre, tous ces minéraux qui entrent dans la composition de fabrication de batteries électriques. Et nous savons que le monde aura besoin de ces batteries électriques-là. Nous négocions à la légère. Nous ne négocions pas comme il faut. Donc, même si les Américains avaient dépensé 15 milliards de dollars pour construire un port en eau profonde, pour poser les rails à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ils n'allaient jamais perdre cet argent-là parce que c'est un marché très, très potentiel. Toujours bénéficiaires. Ils seront toujours bénéficiaires. Il suffisait de savoir bien négocier. Mais à mon avis, les négociations n'ont pas été bien faites et c'est l'Angola qui va sortir bénéficiaire de ces projets, alors qu'il n'investit pas grand-chose à part son port en eau profonde de Lobito. Alors, à chaque fois que le président va négocier quelque chose à l'extérieur du pays, il y a toujours des répercussions.
Dernièrement, le président est allé signer des accords avec les pays de la EAC, sans pourtant consulter les deux chambres du Parlement. Aujourd'hui, le président, après son match de football, il se retrouve en Angola. Est-ce qu'il était préparé? Est-ce qu'il savait à quoi il s'attendait? Dans quoi il se mettait les bottes? Donc, je pense qu'il devrait être informé et ses équipes gouvernementales devraient avoir déjà travaillé sur la mouture de ces projets-là, sur ce qui va être fait, sur ce qui va être dit, parce que gouverner, c'est prévoir, dit-on. Il ne pouvait pas se lever du jour au lendemain, arriver à Lobito en Angola et puis commencer à signer les affaires. Par rapport au contrat que vous évoquez tout à l'heure, je ne suis pas certes constitutionnaliste, mais je pourrais vous dire que le président de la République a le pouvoir de signer, de contracter les accords sur le plan international. Et Seuls ces sont accords- pourtant qu'il consulte personne. il y a des accords qui nécessitent la consultation. Je crois que ce sont les accords qui concernent notamment l'arrivée des troupes militaires étrangers dans les territoires congolais. Vous vous rappellerez, je crois que c'était en 2000, je me tromperai peut-être l'année où M. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, il avait démissionné parce que les troupes rwandaises Ouais, étaient avec venir au Joseph Congo Kabila. sans que les parlements en soient informés. Donc, il y a un certain nombre d'accords qui requièrent l'approbation du Parlement. Mais il y a aussi d'autres accords qui ne requièrent pas l'approbation du Parlement, qui peuvent être paraphés ou signés par un ministre. Je crois d'ailleurs les projets comme celui-là pouvaient être signés par le ministre des Transports congolais et ça allait régler l'affaire. Alors, par rapport au partage du gâteau, parce que là, on se plaint, on ne sait pas qui va gagner plus, qui va gagner moins. Comment voyez-vous la configuration du gâteau s'il devrait être question de diviser les parts de bénéfices? Je pense que la République démocratique du Congo ne va pas gagner grand-chose dans ce corridor de Lobito-là. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certes environ 420 km, 430 km ou 427 pour être un peu beaucoup plus précis, des rails qui doivent être construits. Autour de ces rails-là, de part et d'autre, il y aura des gares, il y aura une économie qui va certes se développer. Mais vous devez comprendre que la République démocratique du Congo est un pays continent. Et chaque richesse qu'il possède, ou chaque richesse que cette nation possède, devrait profiter à l'ensemble des Congolais. Les Angolais peuvent avoir ce qu'ils ont comme ambition et les Américains, libre à eux. Mais nous, qui détenons ces richesses-là, nous devrions imposer que ces rails-là passent à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a déjà un chemin de fer qui existe, qui part du Katanga jusqu'à Ilebo. Je vous ai dit que ça s'arrête là. Et de Ilebo à Kinshasa, c'est 820 km qui peut être posé. Et de là jusqu'à vers Mwanda là-bas, les travaux pouvaient être lancés. Et en ce moment-là, les Congolais allaient bénéficier de la possibilité de faire des échanges. Un Congolais qui est à Kinshasa pouvait facilement joindre les Katanga par ces réseaux routiers-là, donc ce qui donnerait un coup de plus à notre économie. Mais comme ils sont allés faire ça, faire passer les rails à Lobito, donc je crois que sur le plan économique, nous sommes perdants, et je dirais aussi sur le plan de la souveraineté économique, nous sommes perdants, et sur le plan aussi de la sécurité stratégique, nous sommes perdants. Aujourd'hui, j'aimerais ici que les Congolais me suivent très attentivement. Allez-y. Parce que nous ne pouvons plus continuer à supporter les erreurs de ceux qui gouvernent le pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je crois que vous avez suivi à l'époque la déclaration de M. Albert Youma, qui n'est pas le moindre, qui a dit que nous, la République démocratique du Congo, je les paraphrase, nous avons été dupés. Nous avons été dupés. Les journalistes lui posent la question par qui? Il dit, mais par la Banque mondiale, par ceci, par cela. Et curieusement, aujourd'hui, si vous suivez les discours du chef de l'État, nous allons peut-être y revenir. Il évoque encore les investissements de la Banque mondiale, les investissements de ceci, de cela. Je ne sais pas quel est le pays dans ce monde qui a été développé par la Banque mondiale, les FMI et tout le reste là. On y arrivera tout à l'heure. Donc, je disais tout à l'heure que sur les plans stratégiques, ce n'est pas une bonne façon de faire que de faire passer notre rail, nos minéraux par l'Angola. Prenons l'exemple assez simple. Aujourd'hui, nous luttons contre la balkanisation du Congo depuis 1960. Lorsque vous écoutez les discours de Lumumba
Lumumba, à son temps, dénonçait déjà la balkanisation du Congo. Mais pourquoi on voulait balkaniser le Congo? Quel est le but derrière les projets de la balkanisation du Congo? Le but, c'est d'émietter les richesses du Congo, faire en sorte que le Congo, les richesses qui se trouvent dans le sous-sol congolais, puissent bénéficier à beaucoup plus de pays. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je pourrais, en tout cas, sans doute, je ne pense pas que je me trompe, je pourrais vous dire que, économiquement parlant, la République démocratique du Congo est déjà balkanisée. Regardez, regardez les 9 frontières qui entourent la République démocratique du Congo. Ouais. Vous verrez que Kinshasa est déconnecté, parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. Kinshasa, c'est le cœur de la c'est le République. cœur de la République. Kinshasa, c'est le lieu où tout se passe. Normalement, Kinshasa devrait avoir des voies de communication qui lui permettent d'interagir avec toutes les provinces. Alors, lorsque vous regardez la configuration des échanges, de l'économie à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo, vous remarquerez que ceux qui sont à l'Est commercent avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Ceux qui sont à côté du nord là-bas commercent avec le Centrafrique. Ceux qui sont à Kinshasa commercent avec le Congo-Brazzaville. Et ceux qui sont à l'ouest du pays commercent avec l'Angola. Et ceux qui sont au sud de la République, vers le Katanga, commercent avec Tanzanie, Zambie, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, faire passer cette ligne-là par l'Obito, ça ne fait que consacrer ce que moi j'appelle la balkanisation économique du Congo. Nous luttons aujourd'hui pour qu'il y ait cohésion nationale, pour que le Congo reste un et indivisible. Mais comment garder le Congo un et indivisible lorsque celui qui veut vendre est obligé et poussé d'aller vendre à l'extérieur? Mais cela n'empêche pas aussi des relations bilatérales avec d'autres pays. Hein. Non, ça n'empêche pas des relations bilatérales. Le Congo ne peut pas vivre en autarcie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous devons commercer, nous devons échanger, mais pas au détriment de la communication intérieure. Lorsqu'on parle de l'économie, une véritable économie n'est pas une économie extravertie, une économie qui se tourne vers l'étranger. L'économie doit être, la politique économique du Congo doit se construire sur la potentialité intérieure du pays. C'est-à-dire, les 100 millions de Congolais sont déjà des consommateurs. Nous devrions penser pour mettre des voies de communication pour qu'il y ait des échanges sur le plan interne. Alors, un projet comme celui-là pouvait être un projet fédérateur important. Il pouvait permettre Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de faire un rescue, donc un repêchage sur ces dossiers, afin que les Congolais aujourd'hui deviennent bénéficiaires total de ce dossier? Bien sûr, bien sûr. On peut toujours faire en sorte que ces projets-là puissent bénéficier aux Congolais. Mais ça prendra quand même des manœuvres politiques très, très sérieuses. Je ne pourrais pas malheureusement les dire ici. Mais s'il y a des gens qui veulent savoir ce qu'on peut faire, moi, j'étais à la place des présidents Tshisekedi. Je vous dis, mais vous donnerez une solution. J'allais faire. Donc, si jamais les autorités vous contactent aujourd'hui pour donner votre expertise à propos de cette solution salvatrice, voilà. Vous êtes prêt à donner. Je suis prêt à parler, à dire à ceux qui gouvernent le pays ce qu'ils peuvent. Et ça ne prendra pas beaucoup de jours. Hein. Ça ne prendra pas beaucoup de jours. Il faut tout simplement que nous, Congolais, nous soyons unis. Lorsque je vous parlerai d'un petit exemple. Allez-y, nous avons vu ici récemment, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, nous avons vu qu'il a dit dans son compte Twitter qu'il imposerait les taxes de 25% au Canada. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? M. Justin Trudeau est allé les voir. Oui. Au retour de ces voyages-là, M. Justin Trudeau a réuni toute la classe politique canadienne, l'opposition et le pouvoir, pour discuter sur une position commune qu'il devrait avoir face aux États-Unis. Moi, je crois que l'homme politique congolais, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, porte une lourde responsabilité lorsqu'il s'agit des politiques qui touchent la souveraineté, qui touchent les richesses de la République démocratique du Congo. Sur ces points-là, on ne devrait pas avoir des points de divergence. On devrait parler d'un même langage, se retrouver autour d'une table et arrêter une stratégie politique qui allait faire sauter ces corridors de l'Obito-là et puis récupérer ça à notre avantage pour que cette ligne-là passe dans les frontières, à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo.
Parce que, figurez-vous, j'aimerais encore dire une petite chose. Monsieur Philémon, ce qui s'est passé à Lobito, si l'actuel pouvoir ne laissait pas, ils ont tué les projets en eau profonde des bananes. C'est fini. Sans être un prophète, retenez la date d'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce projet des bananes verra les jours. Parce que quel sera l'intérêt de ce projet? Vous avez un tout petit peu en haut le port des Pointes-Noires. Vous descendez un tout petit peu en bas, vous avez celui de Lobito. Alors, si vous pouvez évacuer les minéraux qui tiennent l'avenir du monde, parce qu'on parle de la transition énergétique, si vous pouvez déjà faire transiter ces minéraux-là par l'Angola et Lobito, alors quel sera l'intérêt d'investir 14-15 milliards de dollars pour construire ce port-là en eau profonde? Ça va servir à quoi? Parce que les minéraux pourront quitter le Congo, soit par la ligne que les Chinois construisent, ou soit par la ligne que les Américains sont en train de construire. Donc, il fallait saisir la balle au bon. L'Arabie Saoudite est devenue ce qu'il est, je le rappelle encore, à cause de la découverte du pétrole. Ces projets-là pouvaient changer l'histoire de la République démocratique du Congo. Il était possible d'obtenir le port en eau profonde de Mwanda, plutôt de Banana, d'obtenir la ligne de rail qui part de Mwanda jusqu'à vers les mines. Qui va réduire les embouteillages, qui va réduire beaucoup de choses, qui va donner de l'emploi. Comment voulez-vous avoir la supériorité économique sur la Chine alors que vous mettez sur la table que 500 millions de dollars? Mais ça, c'est jouer avec les Congolais. Ça, c'est un projet néocolonialiste. Donc, vous mettez 500 millions de dollars sur la table, mais vous attendez à ce que vous puissiez avoir des minéraux qui vont vous donner, ce n'est pas moi qui l'ai dit, toutes les chaînes internationales en ont parlé, que la présence de Joe Biden en Afrique visait la conquête économique et la lutte qu'il a à faire, qu'il est en train de faire plutôt. Mais c'est pas trop tard, contre la Chine. Vous dites c'est pas non, trop c'est tard. pas trop tard. C'est pas trop tard. Il y a encore possibilité de c'est pas trop tard. C'est pourquoi moi je me plains de ceux qui sont autour de l'actuel chef de l'État. Je me demande qu'est-ce qu'ils font comme Ils applaudissent le chef de l'État. Ils sont là en train d'applaudir, en train de danser, en train de chanter des hymnes nationaux des partis politiques à l'intérieur des hémicycles du Palais du Peuple. On va arriver là-bas. On va arriver. Calmez-vous. Calmez-vous. Messieurs et dames, vous suivez cette émission. C'est bien monsieur Patrick Iyenda, il est politologue. Il est quelqu'un de réfléchi. Il donne beaucoup de détails qui nous échappent. En tout cas, il y a beaucoup de choses que moi, ça m'échappait. Mais à travers cette discussion, j'ai pu me fixer. Donc, vous aussi qui êtes à la maison, la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est appeler les gens ou bien partager le lien. Faites en sorte que le lien arrive le plus long possible, que ce message ici, qui est un message salvateur, puisse vraiment arriver aux oreilles des concernés afin que nous puissions trouver un gain de cause avec ce que nous faisons ici. Alors, monsieur Patrick, je sais que vous êtes monté, je vous demande un peu de vous ressaisir. De vous ressaisir, c'est la télé. Bien sûr. On reste calme. On est calme. Alors, on va passer, on a fini avec ce point. On a fini avec ce point. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Oui, j'ai quelque chose encore de très, très important à souligner par rapport à ce projet. Nous avons suivi lors de la campagne électorale de l'actuel chef de l'État qui avait dit qu'à la moindre escarmouche, j'attaquerai les Rwandais. Vous savez, mais il a dit que c'était philosophique. Oui. Pas... Quand moi j'avais entendu cela, j'avais dit à tout le monde, à tous ceux qui étaient autour de moi, que c'est impossible d'attaquer les Rwandais. Il ne saura même pas attaquer les Rwandais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en considération. Prenons l'hypothèse, vous attaquez les Rwandais aujourd'hui, vous dites que les Rwandais, vous nous pillez, ainsi de suite, ça ne va plus, on vous attaque. Dès que vous commencez les combats, tout de suite, les Nations Unies vont dire, arrêtez ces combats-là, c'est un pays qui a un passé très très lourd, on ne peut plus accepter que vous puissiez, l'armée congolaise entre en République démocratique du Congo. Prenons l'hypothèse extrême, vous vous entêtez, vous dites, ça fait 15 millions de morts que ces Rwandais, ce pays a tué ici en République démocratique du Congo, moi je vais continuer à faire la guerre. Vous savez ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui va arriver? Il suffit de donner un seul mot d'ordre aux banques qui sont en République démocratique du Congo de ne plus servir les Congolais. Il suffit de donner un seul mot. Ils l'ont fait avec la Russie. Ce n'est pas étonnant. Toutes les entreprises occidentales qui étaient en Russie, aujourd'hui, le chef de l'État est en train... On va rentrer tout à l'heure dans ce... Mais cela n'a pas causé la chute de la Russie. Voilà. Mais parce que la Russie était préparée. La Russie était très, très bien préparée. Mais est-ce que le Congo est préparé pour ça? Vous attaquez les Rwandais comme ça, on dit tout de suite qu'il ne faut plus livrer ni nourriture, ni de l'eau aux Congolais.
mais ça ne fera pas 3 jours. Mais La attends, nation tout entière va se relever. Faire passer, j'ai Oui. parlé de ça parce que faire passer ces projets-là par l'Obito, c'est un danger pour l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est une Économiquement. très mauvaise Économiquement. stratégie géopolitiquement parlant et sécuritairement parlant. Parce que demain après demain, ils pourront vous faire chanter en vous disant, voici tel accord, si vous ne le signez pas, eh bien, vos produits ne pourront plus passer par tel endroit, ainsi de suite. Et puis, vous faites quoi en ce moment-là? Vous faites quoi? Comme on a coupé comme les risques, Le tenaient gaz. les gaz pour donner aux Européens les gaz. C'était devenu un moyen de Le chantage. chantage. Donc aujourd'hui, si vous dépendez, comme notre économie est extravertie, que c'est une économie qui est essentiellement tournée vers la production des mines, si aujourd'hui, la voie qui passe par l'Angola, on vous dit, vous faites ça, ou si vous ne faites pas ça, on ferme les frontières, on ne laisse plus passer vos marchandises ici. En ce moment-là, vous faites quoi? Donc, le Congo, c'est un pays important. À chaque fois qu'il faut engager le Congo, il faut vraiment avoir une analyse holistique de tous les enjeux et savoir que c'est possible que demain après demain, qu'un voisin du Congo soit courtisé par les étrangers pour venir foutre du désordre à l'intérieur des frontières congolaises. Il ne faut plus que nous, la République démocratique du Congo, puissions donner à un de nos voisins la possibilité de nous étrangler en signant des contrats. Nous devons garder notre souveraineté en privilégiant la construction du port en eau profonde de Banana et en reliant toutes les provinces avec ces ports-là. C'est ce qui est salutaire pour l'avenir et pour la souveraineté économique du Congo. On aura une émission sur l'économie avec les banques. Beaucoup plus élaboré, oui. Il y a une question que moi je me pose, c'est de savoir quelle est cette loi qui empêche que les Congolais puissent avoir des banques dans leur pays. Voilà. Parce que toutes les banques sont étrangères. Exactement. Pourquoi elles sont étrangères, ces banques? Exactement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce financement, cette politique financière? Et pourquoi? Il y a beaucoup plus de questions que de réponses par rapport à ce que vous venez de souligner. Voyons-vous. Pourquoi l'actuel chef de l'État, depuis 6 ans qu'il est au pouvoir, n'a pas réussi à mettre en place une banque purement congolaise? Parce qu'on ne peut pas, encore une fois de plus, parler du développement si vous ne contrôlez pas les circuits financiers, si vous n'avez pas de banques. Aujourd'hui, il suffit d'aller chercher un prêt. Parce que qu'est-ce qui fait développer un pays? C'est lorsque la population a un projet, l'entrepreneur a un projet, qu'il a la possibilité d'aller dans une banque. Les banques, et de contracter j'aurais appris que les taux d'intérêt sont tellement vertigineuses que ce n'est pas possible d'aller faire un prêt dans une banque. Ce sont des taux insupportables. J'en sais quelque chose là-dessus. J'avais des projets à l'époque où j'envisageais même emprunter l'argent au Congo, mais j'ai dit arrêtez, carrément. Parce que je me suis dit, avec ces taux d'imposition, d'intérêt, mais je ne peux pas tenir, alors je laisse tomber. Donc, il y a des millions d'entrepreneurs congolais qui ne peuvent pas s'épanouir dans leurs affaires parce que les banques ne leur permettent pas. Mais quand ils sont un Libanais, je crois qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont déjà été faites autour de ces sujets, où on démontre clairement que quand un Libanais, un expatrié arrive dans ces banques-là, que ce soit Raobank, tous les autres banques, il est vite servi, et puis il est vite servi à des taux très abordables. Qu'est-ce que l'actuel gouverneur de la banque est en train de faire? Elle fait quoi comme travail? Si elle ne peut pas permettre aux Congolais de mettre en place des banques, la diaspora congolaise peut s'organiser. Le président a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Mais comment il va le faire? Son mandat n'est pas encore fini. Comment il va le faire sans mettre en place des banques purement congolaises? Il n'arrivera pas. Il faut qu'il mette en place des banques congolaises qui vont travailler pour l'accompagner, accompagner cette vision. Vous pouvez avoir la vision, mais les moyens, c'est une autre chose. Merci il a la vision, peut-être la volonté, mais il n'a pas les moyens. Merci beaucoup, il ne se donne pas les moyens. Alors, on va rentrer dans le dossier discours du président. Vous avez suivi le discours? J'ai suivi les discours. Effectivement, comme tout le monde. J'ai suivi, effectivement. OK. Moi, il y a une question qui me revient. Je pense que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent à la maison se posent cette question. Quand est-ce qu'on parle ou c'est quoi un discours sur l'état de la nation? Un discours, merci encore pour la question, sur l'état de la nation, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, c'est exactement comme vous l'entendez. Oui. Avant d'abord les discours sur l'état de la nation, il y a une période qui commence généralement
vers le mois de septembre ou octobre, je n'ai plus les dates en tête, où le gouvernement fait une opération qu'on appelle la reddition des comptes, où ils viennent rendre compte de tout ce qu'ils ont fait avec l'argent qui leur a été donné par l'autorité budgétaire. Le Parlement du Congo étant l'autorité budgétaire, à chaque fois qu'il vous donne la possibilité d'avoir de l'argent, donc par le budget, et vous décrivez ce que vous allez faire avec ces budgets-là, vous devez revenir une fois l'an pour rendre compte de ce que vous aviez fait avec cet argent-là. Okay. On appelle ça reddition des comptes. Alors, les discours sur l'état de la nation, c'est en quelque sorte une forme, hein, je ne dis pas que c'est la même chose, mais une forme de reddition des comptes de la part du chef de l'État. Le chef de l'État vient dire aux Congolais comment se porte la nation. Qu'est-ce qu'il a fait depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 12 ou 13 décembre, ça dépend de la date à laquelle le discours se tient. Oui. C'est une opportunité pour le chef de l'État d'expliquer à la nation tout entière ce qu'il a réussi à faire. Voilà un peu, un tout petit peu, en quoi consiste le discours sur l'état de la nation. Alors, ce n'est pas un discours où on peut faire des promesses ou bien on peut quand même faire le parallélisme avec ce qu'on a pu faire et ce qu'on pourra faire demain. Je crois que c'est un discours qui vise d'abord à rendre compte. Vous rendez compte du mandat que vous avez reçu de la part de la population depuis les premiers jours de l'an jusqu'au dernier jour de l'an. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la date. Donc, lorsque nous regardons d'abord sur le plan de la forme ce qui a été dit par le chef de l'État, je pense beaucoup plus à un discours politique, à un discours où un président de la République ou un candidat président de la République est en train de solliciter une élection auprès de la population. C'est totalement différent plutôt avec les discours qui doivent se tenir dans le cadre de l'état de la nation. Donc, l'état de la nation vise à expliquer à la population ce que vous aviez fait. Dans une certaine mesure aussi, en faisant les liens avec ce que vous allez faire. Mais ce que vous allez faire ne devrait pas dépasser ce qui a été fait. Vous devez vous baser parce qu'il y a beaucoup de choses. Et surtout dans les discours de l'état de la nation, on parle beaucoup plus de l'aspect sécuritaire du pays. Comment se portent les pays? Okay. Généralement, c'est là que beaucoup de chefs de l'État commencent. Mais notre chef de l'État, l'actuel chef de l'État, a choisi plutôt de commencer. On n'a pas encore commencé avec le discours. Voilà. Alors, on va juste rentrer puisque vous avez déjà initié ça. Le président rentre dans l'hémicycle, est reçu par les députés, les sénateurs, tout le monde était là. Et on entend l'hymne du parti qui est l'UDPS, le parti au pouvoir. Avant, on voyait c'est l'hymne national de la République qui s'entonnait, mais là, c'est l'hymne du parti qui est entonné. Et les députés comme les sénateurs, le président de l'Assemblée comme le président de la République démocratique du Congo, tous debout devant chanter en chantant l'hymne du parti au pouvoir qui est l'UDPS. En tout cas, merci beaucoup, M. Filemon, encore une fois de plus pour la question. Je pense que cette attitude-là doit être carrément proscrite en République démocratique du Congo. Autrefois, j'ai parlé ici de gens qui accusent les autres, qui accusent le peuple, que le peuple n'aime pas son pays, le peuple n'est pas patriotique. Il y a très peu de Congolais qui sont des patriotes. Il y a des Congolais qui trahissent leur pays. Il y a des Congolais qui font des alliances avec les étrangers pour déstabiliser les pays. Mais ils ne savent pas qu'ils ont la responsabilité, je parle du gouvernement, de mettre en place des politiques qui incitent les Congolais et les Congolaises vers le patriotisme. Ce qui s'est fait au Parlement par le militant de l'UDPS, ce n'est pas le patriotisme. Le Parlement, c'est l'institution du pays. Et le discours du chef de l'État, c'est un discours qui concerne la nation tout entière. Dans un endroit comme celui-là, si vous voulez mon point de vue, on devrait catégoriquement interdire ce genre de déviations qui sont des déviations très, très dangereuses pour l'avenir de notre pays. Il faut favoriser l'hymne national, favoriser le langage national et laisser tout ce qui est partisanerie en dehors des institutions.
En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Si je peux dire un peu de manière sommaire. Mais si je vais entrer un tout petit peu en détail, moi, je pense que si j'étais à la place, en tout cas, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Moi qui te parle, peut-être on n'a pas eu le temps d'entrer en profondeur. J'ai payé un prix très lourd pour ce parti-là appelé l'IDPS. Vous étiez partisan on aura de le temps, l'IDPS? Mon père fit parmi, il est encore jusqu'aujourd'hui, il est vivant, parmi le fondateur, les gens qui ont implanté l'IDPS dans les territoires d'Ilebo. Donc, j'en sais quelque chose. Je sais ce que nous avons subi au sein de la famille pour ces partis-là. Alors, lorsque je vois aujourd'hui ce qui se passe, notamment ce que les militants font, mais j'ai beaucoup plus de questions à leur poser que des conseils à leur donner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'IDPS est au pouvoir? L'IDPS, est-ce qu'ils sont fiers après 32 ans de lutte? Après 32 ans de lutte, après 6 ans de pouvoir de la part de leur chef de l'État, est-ce que les membres de l'IDPS peuvent se regarder dans un miroir et dire qu'ils sont fiers de leur parti aujourd'hui? Si l'IDPS était effectivement au pouvoir, aujourd'hui, on n'aurait pas Sama Lukonde au Sénat. Non. On n'allait pas avoir Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Non. Si l'IDPS était au pouvoir aujourd'hui, on n'allait pas voir les voleurs qui courent à l'intérieur du pays, qui courent par-ci, par-là. Parce que rappelez-vous, lorsque le président Etienne Tshisekedi a été nommé Premier ministre, je crois en 91, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce qui s'est passé? La journée après, le palais du peuple était rempli de biens mal acquis. Les gens venaient rendre, venaient donner tout ce qu'ils avaient volé, sans qu'on puisse leur demander de remettre les biens de l'État. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'il y a un parti qui est au pouvoir. Lorsque un parti arrive au pouvoir, il amène son idéologie, il amène son programme, il amène sa touche, il amène, je peux dire, des programmes qui permettent à ce qu'on puisse reconnaître que ça, c'est l'empreinte de l'IDPS. Ça marque des distinctions, des différences. Okay. Si aujourd'hui, on regarde froidement ce qui se passe au pays, nous ne pourrons pas dire que l'IDPS est au pouvoir. Vous ne remarquez pas la présence de l'IDPS? Je ne vois pas, en tout cas, l'IDPS tel que nous l'avions connu, ce qui se passe, c'est autre chose que Qu'est-ce que vous attendiez une fois l'IDPS au pouvoir? Une fois l'IDPS au pouvoir, nous attendions tous la lutte farouche contre la corruption. Une fois l'IDPS, il y a des gens, M. Philémon, qui ont lutté pour l'IDPS, qui jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi l'actuel chef de l'État n'a jamais voulu travailler avec ces gens-là? Parce que chaque parti a ses ténors. Comment peut-on comprendre que l'actuel chef de l'État peut travailler avec Jean-Pierre Bemba, ce qui est une bonne chose, travailler avec... Mais il est le président de tous les Congolais. Voilà, il est le président de tous les Congolais, ce qui est une bonne chose. Il peut travailler avec tous ces mondes-là qui autrefois étaient des ennemis farouches de l'IDPS. Nous le savons. Je ne parle pas de Jean-Pierre Bemba seulement, mais je parle de la classe politique, du régime de Kabila de manière générale. Aujourd'hui, pourquoi l'actuel chef de l'État ne peut pas travailler avec des cerveaux comme des Valentin Moubaki? Les cerveaux, on les cherche. Pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si les docteurs Mpouil existent encore, en tout cas, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des cerveaux, des gens qui pouvaient faire en sorte que l'UDPS puisse redorer les blasons ternis de l'image de la République démocratique du Congo. Il y avait moyen. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien bon que les militants de l'UDPS chantent comme ils sont en train de chanter. Mais en réalité, je pense qu'ils n'ont pas les pouvoirs. Ils doivent encore continuer à chercher les pouvoirs. Mais attends, c'est leur deuxième mandat et leur dernier mandat. C'est leur deuxième mandat et leur deuxième mandat, oui. C'est vrai sur les plans, je peux dire, théoriques, mais sur les plans pratiques, nous ne voyons pas l'UDPS tel que nous l'avions connu. L'UDPS, du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, ce n'est pas celle qui se retrouve au pouvoir aujourd'hui. Bon, nous allons revenir dans le discours du président. Sur son discours, il a parlé de beaucoup de choses qu'il a pu réaliser, mais plus il a promis ce qu'il va faire en 2025. Là, par exemple, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est les 38 000 kilomètres de routes qui seront... De dessert agricole. Oui. Vous croyez à ça ou c'est toujours des promesses comme... En tout cas, je pense que même lorsque nous parlons comme ça, il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord, qui ne seront pas contents de ce que nous disons, mais il va falloir qu'on apprenne
à dire la vérité à l'actuel chef de l'État. Si nous l'aimons, nous devons lui dire la vérité. Lui dire la vérité, ce n'est pas l'haïr, ce n'est pas être contre lui. Au contraire, c'est de l'aider. Mais l'acclamer comme ils étaient en train de le faire là, c'est au contraire, à mon avis, les détruire. Parce qu'ils ne lui disent pas les choses telles qu'elles sont. Nous, les Congolais, nous, la population congolaise, j'aimerais vous dire la vérité, nous sommes fatigués des discours de l'actuel chef de l'État. Nous ne sommes plus au stade où le chef de l'État doit continuer de faire des promesses en promesses. Nous sommes au stade où le chef de l'État doit amener des réalisations concrètes de ce qu'il a déjà fait. J'avais dit ceci, j'ai fait ceci, voici les résultats. Et nous dire que nous allons construire 38 000 kilomètres de routes, nous allons construire environ 11 000 kilomètres de routes, je crois l'année 2025, si j'ai bonne souvenance. Oui, c'est ça. Ça, ce sont des chapelets de bonnes intentions. Nous ne pourrons pas dire qu'il ne va pas le faire. Mais si nous nous référons de ces 6 ans passés au pouvoir, nous pensons que ça reste encore des chapelets de bonnes intentions qui doivent être concrétisés, tout simplement. Alors, il a aussi parlé pour terminer son discours, il a parlé de la révision qui va être faite. Et il a le soutien du Parlement, des gouverneurs, il a le soutien de tout le monde. Contrairement à ce que les gens se disaient que ça ne va pas se faire, il n'a pas le soutien, il n'a pas le droit. Là, il a le droit, il a le soutien aussi. Il confirme que ça va bel et bien avoir ce changement ou cette révision. Merci beaucoup pour la question. Alors moi, étant scientifique, je crois que les termes sont importants pour moi. La révision, comme nous l'avions dit, ne pose pas problème. Il faut impérativement réviser cette constitution. Okay. Il y a beaucoup des articles de cette constitution qui ne permettent pas à notre pays de se développer. Il y en a beaucoup. De ce côté-là, le président, il a raison. De ce côté-là, le président a raison. Alors, le côté qui blesse, c'est lequel? Le côté qui blesse, c'est parler du changement de la Constitution. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait, en principe, ça ne devrait pas être dit maintenant. En principe. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une question que je pose aux journalistes congolais, que vous êtes d'abord et vos autres confrères à travers le monde qui auront l'opportunité de suivre cette émission. Qu'ils posent la question à M. Mouyaya, qu'ils posent cette question au ministre de l'Intérieur, qu'ils posent cette question même à lui-même, le chef de l'État, qu'ils nous disent, nous, Congolais, que devient Bunangana, que devient Rubaya, que devient Rutshuru au lendemain de la promulgation ou au lendemain du référendum. Ça, c'est une question que je pose, une question simple. Scientifiquement parlant, qui nous explique que deviendra Bunangana, que deviendra Rubaya, que deviendra toutes les localités qui sont prises. Il ne peut pas avoir changement tant que certaines localités sont encore entre les mains des occupants. Impossible. On ne peut pas parler d'un changement de la Constitution lorsque votre pays est occupé par les étrangers. Pourquoi? Peut-être nous aurons le temps d'entrer beaucoup plus en profondeur. Il y a ce qu'on appelle le concept du contrat social. Un concept ou une théorie du contrat social qui stipule que la population se défait de son pouvoir de se protéger et il octroie, il donne ce pouvoir-là à l'État qui est une structure beaucoup plus puissante pour que ces derniers puissent les sécuriser. Et la population se débarrasse de son pouvoir par quoi? Par les moyens des élections ou par les moyens du référendum. Lorsqu'on parle du référendum, c'est une élection où on choisit un document. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, ce document devient notre loi fondamentale. Donc, nous nous construisons sur ces documents-là. Alors, lorsque vous avez des entités de votre pays qui sont occupées, c'est-à-dire que ces entités-là n'iront pas aux élections, ne feront pas leur choix. Ils ne vont pas faire leur choix pour voter oui ou non sur la Constitution. Alors, comment vous allez Ils sont imposer de la République. Comment vous allez venir leur imposer une constitution qu'ils n'ont pas votée? Comment vous allez leur dire que moi, je suis votre chef d'État, vous qui habitez Bunangana, je suis votre chef d'État parce que je suis établi par la Constitution. Mais quelle Constitution? La Constitution que moi, je n'ai pas votée. Et puis cette Constitution va faire de toi mon chef. Ça n'existe pas. Dans ce principe-là du contrat social, on veut que le peuple
puisse se débarrasser de son pouvoir, qu'il confie son pouvoir à une autorité par l'élection, afin que ces derniers puissent avoir la légalité de venir imposer les monopoles de la violence sur cette population-là. Donc, à partir du moment où une partie de notre pays, une partie de notre population ne pourrait pas aller voter un référendum, on ne peut pas parler du changement de la Constitution parce que ce changement-là serait ni plus ni moins un acte de l'officialisation de la balkanisation du Congo. Parce que ces entités-là où les Rwandais règnent actuellement, ils diront les documents que vous avez signés qui parlent du chef de l'État, des institutions, du pouvoir, de comment le pouvoir va s'organiser, nous, on ne l'a pas signé. Donc, on ne l'a pas reconnu. Par conséquent, ça ne peut pas venir s'imposer sur nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends très bien. Cette logique-là. Très bien. Donc, présentement, c'est malsain de parler du changement. Sinon, le président serait le président d'une partie de la République et pas... Exactement. Parce que le président tire son pouvoir de la Constitution. Ouais. C'est la Constitution qui donne au chef de l'État son pouvoir. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui est le garant de l'intégrité territoriale. C'est lui qui est le symbole de la nation. Mais pour qu'il soit le symbole de cette nation, il faut que cette nation-là lui donne le curtis, lui donne le pouvoir par les élections. Donc l'acte des élections, c'est un acte très très important. À partir du moment où Bunanga, Narubaya et toutes ces villes-là ne seront pas votées, c'est-à-dire que le président, sur le plan des droits, il n'aura pas les droits d'aller s'imposer là-bas parce que ces peuples-là ne lui a pas donné ses pouvoirs. Moi, j'aimerais que le professeur Mbata, notamment, qui est constitutionnaliste, qu'il nous explique que devient Bunangana, Rubaya, toutes ces villes-là qui sont occupées par les Rwandais au lendemain du référendum. S'il peut nous garantir que le référendum n'aura jamais lieu tant que ces rebelles-là sont là, ou le référendum aura lieu seulement le jour où nous allons avoir l'intégrité de notre territoire, mais moi, je serai le premier à commencer à battre la campagne pour le changement de cette constitution, parce que de mon humble avis, je pense que cette constitution comporte beaucoup d'irrégularités, beaucoup de lois qui doivent être changées le plus rapidement possible. Il se pourrait que ce changement donne encore aujourd'hui plus de force, de pouvoir, de légitimité à ce gouvernement de pouvoir chasser les occupants de ces terres, de ces territoires qui sont entre les mains des rebelles. Oui, c'est ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est vraiment scientifique. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous êtes un gouvernement, pourquoi aujourd'hui le chef de l'État, notre chef de l'État, ne peut pas aller régner au Cameroun? Pourquoi il ne peut pas aller régner au Congo-Brazza? Pourquoi il ne peut pas aller régner Mais c'est hors de ses frontières. Non, ce n'est pas seulement hors de ses frontières. Mais les frontières sont définies où? Dans la Constitution. C'est dans la Constitution qu'on définit les frontières du pays. Et pour que ces frontières-là soient valides et valables, il faut que la population puisse dire oui à ces documents-là. Alors, une partie de la population qui n'a pas dit oui, techniquement, tu ne peux pas aller t'imposer sur une population qui n'a pas dit oui. On ne t'a pas choisi. Donc, il faut au contraire maintenant, alors que notre constitution a été votée, l'actuelle constitution a été votée par l'ensemble des Congolais, il faut maintenant imposer la paix par la violence et par la suite envisager un changement de la constitution. Donc, vous souhaitez d'abord qu'on récupère les terres, les territoires qui sont occupés aujourd'hui. Là, on pourra parler du changement. Exactement. Là, on pourra parler du changement sans problème. On pourra envisager le changement et aussi à condition que l'actuel chef de l'État fasse ce que Nelson Mandela avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Nelson Mandela, lorsqu'il a eu le pouvoir, je ne me rappelle plus de l'année exactement, qu'est-ce qu'il a fait, mais il a d'abord eu le pouvoir, il a mis en place une constitution et par la suite, il ne s'est pas représenté. C'est ça la grandeur d'un homme d'État. Si c'est peut-être ses intentions parce qu'il n'a jamais dit qu'il va se représenter pour un troisième mandat. Mais nous craignons cela. Pourquoi vous craignez? Il n'a rien dit. Pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce que nous avons, depuis l'existence du Congo, constaté que le problème de la légitimité des institutions est un problème majeur qui crée des guerres et des instabilités en République démocratique du Congo. Pour résoudre ces problèmes-là, nous avions dit qu'il faut que chaque Congolais ait la possibilité de se représenter. Nous ne voulons plus des régimes du genre de Mobutu, où on fait 35 ans au pouvoir. Nous avions dit non à cela.
Donc, si l'actuel chef de l'État peut dire, moi j'ai la volonté juste de mettre mon pays sur les rails, je change la constitution, d'abord, avant de la changer, il faut bien évidemment que notre pays puisse recouvrir son intégrité territoriale. Je la change et par la suite, mais je ne me représenterai pas. Les Congolais, vous aurez la possibilité de concourir aux élections et puis moi, je serai parti. S'il fait cela, il sera un grand homme. Nous allons l'honorer et nous dirons qu'effectivement, il travaille pour... Mais là, moi, je vous garantis, je vous rassure qu'il ne va pas se représenter parce qu'il a dit ça lui-même. Partout où il est passé, il a dit « Je ne veux pas me représenter, je le fais pour le bien de mon pays, je le fais pour que je laisse mon pays sur les bonnes bases. » En tout cas, nous l'encourageons de le faire. Nous sommes d'accord avec lui. Si telle est son intention, en tout cas, nous disons que c'est ce qu'il devrait faire. Ça fera de lui un grand homme et nous lui serons à jamais reconnaissants. Alors, Monsieur Patrick Yenda, c'était un moment exceptionnel que nous avons passé avec vous. Si vous avez un dernier mot, la caméra est juste devant vous comme d'habitude. Vous dites votre mot et puis nous allons nous séparer par ce mot. Bon, j'aimerais juste dire à la population congolaise qui aura l'occasion et l'opportunité de nous suivre, de continuer à garder la tête haute, de continuer à surveiller, c'est très important, de surveiller ce que les décideurs politiques font, parce qu'un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si vous voyez les ministres, les gouvernants congolais se comporter comme ils se comportent, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas une population qui est exigeante. Nous demandons que la population congolaise continue à rester exigeante vis-à-vis de ses gouvernants, afin que ces gouvernants aient à l'esprit la diligence nécessaire pour pouvoir implémenter un certain nombre de politiques qui touchent au bien-être des Congolais. La politique sociale, l'actuel chef de l'État en a parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Il va falloir qu'il puisse mettre en place vraiment une équipe de gens bien rodés pour pouvoir aider à ce que l'année 2025 ne soit plus l'année des promesses, des longues promesses qui n'aboutissent jamais. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. On espère vous retrouver encore plus prochainement. Donc, vous avez suivi cette émission. Restez branchés sur Afro-Canada Télévision et on se revoit à la prochaine. Merci. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que